Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Bonjour amis auditeurs, merci d'être parmi nous encore une fois ce matin autour de cette table pour passer en revue l'actualité de la semaine politique, celle qui vous a marqué, celle qui les a marqués ici autour de cette table. Nous avons avec nous Abed Chalef, bonjour. Bonjour. Journaliste indépendant. Il y a également Saïd Jafar de Le Huffington Post. Il y a aussi Adlan Mehdi qui revient après une longue absence. Bonjour. Qui nous a manqué. Tu peux dire aux auditeurs pourquoi tu n'étais pas là pendant toutes ces fois? Le bouclage du journal est très dur, ça prend beaucoup de temps. Voilà. Ravi de te retrouver. Ihsen, Qadi Ihsen de Maghreb Émergent. Le journaliste maqué, après le journaliste indépendant. Ça, c'est toi qui Bonjour. fait faire tout le monde. Akram Khrief, secret des Fers, lui aussi il revient. On est ravis de vous retrouver, de Secret des Fers. Voilà, autour de cette table, les journalistes habituels et les autres qui reviennent. Nous sommes heureux de partager avec vous cette heure. On va faire rapidement, comme d'habitude, le tour de la table pour voir avec vous ce qui vous a marqué. Brièvement, une image, une déclaration, pas forcément celle que nous allons aborder ce matin. Abed. C'est Mohamed Rawarawa qui anticipe l'article 51 de la Constitution en interdisant aux binationaux de jouer dans le championnat d'Algérie à partir de 27 ans. Oui, Saïd. Lampedusa, je me souviens d'une phrase de Lampedusa. Quelque chose bouge pour que tout reste en place. Ça parle du DRS. Adlen. Moi, c'est la tournée européenne du président iranien Rouhani. Et en plus, qu'on peut suivre sur son compte Twitter, chose qui est impossible ici en Algérie, même pour suivre un simple ministre. Il est à la page. Ils ont un compte Minitel. Ils ont un compte militaire Minitel. 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 Ihsen. La démission de Christine Taubira, c'est d'actualité rattachée un peu à l'Algérie quand même, parce qu'elle n'est pas d'accord avec la déchéance de nationalité. Et elle a tweeté, parfois résister, c'est rester. Parfois résister, c'est partir. Par fidélité à soi, à nous. Alors ça nous parle beaucoup au gouvernement. Ça nous parle aussi au CPP où la semaine dernière, Abed Chalef a choisi de résister en partant. Enfin, Taubira aurait bien fait de le faire à temps aussi. Ça aussi, ça compte. Résister à temps, ça aussi. Dit d'Alger, on est très mal placé pour le dire parce qu'il y a tellement peu de démissions que bon. Enfin. Là, c'est les deux éditoriaux d'Al Moujahid complètement haineux, et surtout le dernier qui est en plus super bien titré. Je ne sais même pas comment ils ont réussi à penser Le à chant ce du titre. cygne. Le chant du cygne. Le chant du cygne. Est-ce le chant du cygne? C'est bien qu'ils se posent la question. Ça parle de quoi? De Louisa Hannon. Pas de système. De Louisa Hannon. Il s'attaque à Louisa Hannon. Bon. On l'a pas beaucoup entendu cette semaine. Elle a beaucoup ces derniers temps. On l'a pas beaucoup entendu cette semaine. Enfin, on parlera pas de Louisa Hannon ce matin, mais dans cette première partie de l'actualité liée encore une fois au DRS, à la direction de service d'enseignement, on l'appelle plus comme ça. Alors cette semaine, la presse a appris qu'un décret non publié a enterré définitivement le DRS. Qu'on s'entende bien, pas la structure elle-même, mais son appellation. Ça devient un peu comme l'ASM à son époque. Ça devient aujourd'hui le DSS, le département de surveillance et de sécurité. Placé sous contrôle du président de la République, complètement indépendant maintenant du ministère de la Défense. Il est dirigé toujours par Béchir Tartak, qui est du coup aussi ministre conseiller auprès du président de la République pour les affaires de sécurité. Alors je vous avoue que je pensais que, franchement, qu'on avait fini avec cette question du DRS, qu'on avait fait le tour, et pourtant le président joue les prolongations. Alors, est-ce que c'est le décret de trop ? En fait, on ne sait pas s'il y a un décret. C'est-à-dire, il faut quand même partir par le début. Il est tout à fait anormal qu'une structure fasse l'objet d'un décret non publiable. Il peut arriver que des personnes affectées à des fonctions soient le fait d'un décret non publiable, mais une structure qui s'occupe de la sécurité, qui est appelé à parler avec la CIA, avec la DGSE. C'est une structure qui a une forme, qui a une existence juridique, qui doit parler avec des entités étrangères. Que ça soit dans un décret obscur, etc., est tout à fait anormal. On peut envisager que des personnes soient l'objet d'un décret publiable, mais d'une structure, c'est tout à fait anormal. Est-ce que c'est l'état informel qui s'élargit, ou bien il faut quand même poser l'autre question aussi. Peut-être que la décision n'a pas été prise.
ce qui prendrait une autre signification. Parce que là, ce qui se passe, il faut rappeler, il y a une petite confusion qui se fait dans l'historique. Quand la sécurité militaire a changé de nom, c'était pas directement le DRS, c'était DGDS, ensuite DGPS, ensuite DRS. C'est une structure au sein de l'armée, donc ça a fait l'objet d'un texte public, officiel, transparent, si on admet les choses de cette manière. Changer de nom aujourd'hui devrait légalement se faire selon la même manière. C'est-à-dire par un texte public, annoncé publiquement. En plus, on nous dit que l'homme qui est à la tête de cette structure a rang de ministre. Un ministre, c'est quelqu'un qui, en théorie, devrait faire partie du gouvernement, selon la Constitution. Il y a beaucoup d'inconnus autour de cette décision. Et à mon avis, moi je reste quand même prudent. Qui c'est qui a publié cette information? Le journal arabophone. Qui est en train de devenir quand même la boîte aux lettres de résonance et la boîte aux lettres de certaines tendances au sein du système. Il y a énormément de scoops qui sont sortis par ce journal. Et on se demande... Journal et télé, le Hewara. C'est un journal plus une télé. Une télévision, exactement. Récemment né, ça peut pas être une génération spontanée. C'est là où va parler Hamrouch lors de la conférence. C'était organisé par vous pensez que si cette information n'était pas réelle, si ce n'était pas vrai, elle n'aurait pas été démentie? Non, le souci, c'est que ça n'est pas confirmé aussi. C'est-à-dire, il faut quand même prendre les choses de manière simple. On a eu d'autres exemples. Qui a été sortie par le Hiwar, que des journaux ont repris, certains disant on nous l'a confirmé là-bas, mais concrètement, je n'ai trouvé aucun officiel, ni au ministère de la Défense, ni à la présidence, qui me dit que ce qui a été sorti de l'Hiwar est vrai. Je ne l'ai pas, je ne le connais pas. C'est non identifié. Mais il n'y a pas eu d'antécédent en benne dans une opération informelle, qui a l'air d'une opération de marketing. Parce que, sur le fond, le seul message politique qu'on pourrait peut-être en tirer, c'est que ça vient une semaine après l'éditorial du DICH qui disait que on a l'unité du commandement, le pouvoir est centralisé. Là, on remet les cartes, on dit non, en fait, les services ne sont pas sous la coupe de l'état-major, ils reviennent à la présidence. C'est le seul message politique qu'on peut sortir, à mon avis, de cette histoire. Après cette réserve, il y a d'autres points de détail qui doivent être relevés. On dit aujourd'hui que donc, les services relèvent de la présidence. Les services n'ont jamais relevé de l'état-major. Exactement. Ils ont toujours été sous les ordres du président. Donc, il y a... Sauf sur la période de zéro, il y avait un gros problème à cause de Betchin. Mais ça, vas-y, développe. Je vois pas. C'est la règle, j'allais le rappeler, tu fais bien de ça. Je suis content que tu le dises. Voilà. Il y a eu une période conflictuelle où Liamin Zeroua n'a pas réussi à mettre complètement la main sur le DRS, ce qui a d'ailleurs contribué à renforcer le général Toufik. Parce que la cohabitation entre son conseiller pour ces questions-là, le général Betchin, et Toufik était impossible. Oui, mais si tu veux, il faut faire la différence entre la présence structurelle ou la dépendance légale du DRS vis-à-vis de la présidence et un rapport de force entre le chef du DRS et le président. C'est une chose différente, mais en théorie, il était sous ses ordres. Il n'était pas sous les ordres de l'Amari. Voilà. Non, le DRS dépendait en fait organiquement du président de la République depuis toujours, depuis que Toufik était DADS. Donc travailler à la présidence. Jusqu'à ce que... Jusqu'à demain. Jusqu'à demain et après-demain. Le DRS l'a toujours été. Mais administrativement... on peut remonter très loin. Administrativement, le DRS est rattaché à l'État... Non pas à l'État-major, mais au ministère de la Défense. Donc est régi par les règles administratives du ministère de la Défense, que sont les grades, la cotisation à la caisse militaire, etc. Mais par contre, maintenant, quand un soldat va au DRS, il est détaché, il n'est pas muté. Donc, ce qui prouve encore que c'est une structure qui a un statut particulier et qui gardera ce même statut. Aujourd'hui, la question qui se pose, c'est
ce qui reste de la sécurité de l'armée. Est-ce qu'il dépend du ministre de la Défense? Est-ce qu'il dépend de la présidence? Ou est-ce qu'il dépend du chef d'état-major? C'est la question qui se pose. Mais comme le décret n'a pas été publié, on ne peut pas savoir. Ceci étant dit, ça c'est le côté légal des choses. Revenons en Algérie et parlons d'Algérie. Oui, donc de cette fausse le information réel, c'est autre chose. Non, le problème du décret. Je ne sais pas si on peut dire ça une fausse information, mais on peut dire de manière C'est assez pas normal, grosse. encore. C'est-à-dire, on essaie de présenter un changement de nom comme une révolution. Ça n'a rien à voir. Ça ne l'est pas. Bon, à la limite, alors parlons. Et juste pour rappeler, Tartag a été nommé à la tête du DRS après le départ de Medienne. Il a été nommé et le décret de nomination n'est pas publié aussi. Juste pour rappeler. Mais ça la prouve aussi. Il a été Ça, appelé c'est un à d'autres antécédent. fonctions. Ça, c'est un Non, antécédent. Oui. pour les personnes. Ça concernait un C'est-à-dire, civil. Parce que pour les monsieur... individus, ça peut se comprendre. Mais pour les structures, non. Non, mais le caractère C'est-à-dire, même aux d'une loi... États-Unis, si un homme politique dévoile le nom d'un agent secret, il est poursuivi pour crime fédéral. C'est-à-dire, il y a le secret qui est organisé pour le personnel. Mais pour la structure, la CIA a une entité juridique, elle a une existence juridique. Et c'est la norme mondiale de partout. C'est comme ça. Si on veut rester sur le plan juridique, il y a aussi un point de détail. L'ex-général Athman Tartak, en fait, il est à la retraite, il n'est plus général. Et il a été nommé à la tête d'une structure qui est purement militaire. Ça pose une question, ça pose un problème. J'ai posé la question à un certain nombre de gens et quelqu'un m'a dit qu'au début des années 80, il y avait un civil qui était à la tête de la direction des fabrications militaires. Donc, voilà, on peut nommer un civil. Mais non, c'est une direction au sein de l'armée. C'est une direction, comme la direction sociale, la direction des affaires juridiques, etc. Une direction au sein du MDM. Voilà, au sein du MDM. Et donc, voilà. Alors, si l'on croit... Je n'en tire aucune conclusion. Si l'on croit cette information, donc, Tartag, à ce moment-là, coordonnerait tous les services de sécurité et serait sous la coupe du président de la République et non plus du ministère de la Défense. Enfin, de l'état-major. Le ministre de la Défense, c'est le président. C'est aussi. De l'état-major, voilà. C'est bien de le relever. À ce moment-là, si on admet cela, c'est qui perd du pouvoir? C'est Tartag qui perd du pouvoir ou c'est Gaït Salah qui perd du pouvoir ou c'est la Défense? Non, d'abord, on a un remaniement ministériel qui n'a jamais été annoncé. Puisqu'un ministre a été installé dans de nouvelles fonctions. Ça va venir comme à chaque fois. Ça va peut-être venir comme à chaque fois s'il n'y a pas. Alors, est-ce qu'on revient sur on va pas faire imaginez qu'on fasse toute une émission autour de ça. Ça va être. Si on fait du juridisme, Qasdim Rebah était civil là à un moment. Non, faut pas se tromper. Il était militaire. Attends, si on revient avoir un rang de ministre, ça ne veut pas dire qu'on fait partie du gouvernement. Ça veut dire que administrativement, on a un salaire de ministre, un statut, passeport diplomatique, etc. Mais on ne fait pas forcément partie du gouvernement. Juste un détail. Oui. Ministre, conseiller auprès du président de la République. On revient en Algérie? Oui. Non, mais à ce moment-là, est-ce que vous avez une idée un peu sur la question? On enlève du pouvoir au chef d'état-major? La question, elle est là. Non, et puis la question, est-ce que le chef d'état-major a été mis au courant de ce remaniement, de cette démarche? Parce qu'aujourd'hui, certains s'interrogent dans la presse et disent qu'il n'a pas été informé. Il ne faut pas oublier aussi que le chef d'état-major est en train de subir une campagne de dénigrement énorme sur les médias et les médias sociaux. Et les murs. Et les murs. De Annaba. Exactement. On a dit qu'il avait échappé à une tentative d'attentat. Bon, ça vient de Monde Afrique, donc... Ça vaut ce que ça vaut. Ça vaut ce que ça vaut. Mais le fait que l'info est sortie comme ça, c'est un signal. Et on a dit d'autres choses aussi sur lui. Donc, il subit, il est sous les feux. On est sur la feuille de route, Général Ben Hadid. C'est-à-dire que le suivant, ce serait le général Gaït Salah. C'est-à-dire, pendant longtemps, la présidence a fonctionné, pendant au moins les 3-4 dernières années, sur une dualité DRS état-major. Cette dualité, elle est terminée.
il n'y a plus le DRS, en tous les cas, il n'y a plus son animateur historique. Il y a un face-à-face qui s'est mis en place avec le chef d'état-major. Il y a un risque. Il y a un pouvoir peut-être plus important que nécessaire que pourrait occuper et animer en tous les cas le général Gaïd Salah. On réduit ce pouvoir-là et on fait de l'agitation. On essaie de montrer que la décision est du côté de la présidence. Même si on n'a pas les détails de ce qui s'est fait, ce qui est en train de se passer signifie que l'initiative, elle est dans le camp présidentiel. Signifie que le pouvoir réel est dans le camp présidentiel. Peut-être qu'il a jamais. Il ne sera pas obligé. C'est une manière de rappeler qu'on a l'arme atomique, qu'on a le bouton pour la dissuasion, qu'on peut demain envoyer M. Gaïd Salah chez lui. Ce Gaïd Salah perd un de ses rôles les plus importants avec le départ de Médine. Il a perdu son poids dans l'équilibre de terreur qu'utilisait Bouteflika entre Gaïd et Toufer. Maintenant que Toufer n'est plus là, Bouteflika n'a pas besoin de Gaïd Salah pour faire peur à quelqu'un. Pour rééquilibrer, même s'il ne fait pas peur dans le sens... Attends, tu es en train de dévoiler mon papier de demain. Mon papier qui sort demain. C'est Bouteflika. Bouteflika s'appuie sur Toufiq pour virer l'Ammari. Ensuite, il s'appuie sur Gaïd Salah pour virer Toufiq. Là, il va s'appuyer sur Tartak pour virer Gaïd Salah. Et le 5e mandat se fera avec le successeur de Gaïd Salah, sur lequel il va s'appuyer pour virer Tartak. Tu nous donnes le nom du successeur, le nom de celui qui a succédé. Dans une semaine. Mais dans tout ça, il ne vous est jamais venu à l'esprit que Gaïd Salah n'a jamais rien demandé et que tout ça s'est fait avec son consentement. C'est aussi possible. Non, il y a une théorie, je ne sais pas, je m'attendais à ce que ce soit Adlan qui en parle, sur laquelle Gaïd Salah n'a rien demandé, il serait peut-être d'accord avec tout ça, mais sur laquelle le général Toufiq aussi serait d'accord avec tout cela. C'est possible aussi. Parce que la vraie question, c'est ce retour. Non. Non. Depuis le début de l'émission, j'attendais que quelqu'un le dise pour sniper et ça je voulais sortir du juridisme pour arriver un peu à ça. Parce qu'il y a plusieurs logiques qui se chevauchent et les trois logiques sont à peu près vraies. C'est vrai que Bouteflika veut cette gloire d'être celui qui a dissous le DRS, celui qui a mis Toufiq à la retraite. Et ça rejoint son discours depuis le début, les 12 chats ne me font pas peur, moi le cigare ne me fait pas peur, etc., etc. Je veux pas être 3/4 de président. Il y a une cohérence. Donc, il a surfé sur une autre réalité, c'est que les services étaient condamnés à redevenir ce qu'ils sont aujourd'hui. Le DRS de 90, avec toute la coordination de tous les services autour d'un seul centre, était une anomalie qui répondait à une situation donnée. Nazar l'explique très bien dans la contribution qu'il a fait dans Algérie patriotique. Il se trouve que c'était Toufiq qui était à ce poste. Schématiquement et physiquement parlant, le 31, on va dire, Toufiq a été nommé le 4 septembre 90 comme patron du DRS et le décret a été publié. Donc il existe en arabe et en français. Ils se sont trompés même dans son nom en arabe. Ils ont écrit Médiane. Oui. Donc le 4 septembre 90, Toufiq sort de son bureau qui était à la présidence. Oui. Il va au ministère de la Défense. 25 ans après, 25 ans de DRS, 25 ans de l'événement sécuritaire, 25 ans de guerre, 25 ans de sang, 25 ans de violation des droits de l'homme, 25 ans de guerre civile horrible. Fait le chemin. On referme la parenthèse. On dit non, c'est un service civil qui revient. Ça veut dire qu'on a soldé toute cette période, qu'on a soldé tout l'appareil sécuritaire avec un tour de passe-passe incroyable. Pour moi, c'est la deuxième étape après la charte. La charte a essayé de manière juridique de solder toute cette période en imposant l'impunité. Et la deuxième technique, on va dire, qui est utilisée pour solder, on fait disparaître l'arme. Le corps du délit. L'appareil sécuritaire lui-même. Je ne sais pas des corps du crime, on ne peut pas tomber dans le texte de Robert Fisk dit. Mais j'ai l'impression de ça parce que c'est tellement physiquement, c'est tellement visible. Ce bureau qui est resté fermé 25 ans à la présidence et qui maintenant qu'on rouvre, Masra Walou. Mais est-ce que moi il y a quand même une question qui me taraude l'esprit. Pourquoi est-ce qu'il a attendu tout ce temps? Il aurait très bien pu Bouteflika se débarrasser de ses responsables de sécurité en même temps que ce service. À la limite, ce serait arrivé en même temps, ce serait passé comme une lettre à la poste, que ce soit chez la presse ou encore l'opposition. Parce qu'il y avait le timing de départ de Toufiq. Il y a le timing aussi de la Constitution aussi. Non, c'est une multitude de timing qui se chevauchent, à mon avis. En fait, on est dans une logique un peu biscornue où, normalement, quand un président arrive,
réforme au début, pas à la fin. Ce n'est pas une insulte, mais Bouteflika est à la fin. Et réformer à la fin... Non, ça c'est un pronostic. Hein? C'est pas une insulte, mais c'est un pronostic. Non, mais il est à la fin. C'est-à-dire, quel que soit, il peut on souhaite la mort à personne. Mais il est, après 15 ans d'exercice de pouvoir, et réformer 15 ans après pose un vrai problème, alors qu'il n'est pas en état réellement de le faire. Mais c'est ça le problème. On a une explication. Il ne réforme pas. On a une explication. On a une explication. Il y a un problème quand tu utilises le mot réformer. Voilà. Il ne réforme pas. Non, on a une explication à ça. C'est qu'il n'a pas été obligé de faire ça auparavant parce qu'il s'accommodait de cette texture, de l'articulation des services, des pouvoirs. Ça tenait la route. Ça lui a permis de gagner contre Ibn Flis en 2004. Ça lui a permis de changer la Constitution en 2008 pour être réélu en 2009. Ça lui a permis aussi, quand même, dans la difficulté d'obtenir un quitus pour le 4e mandat. Donc, il s'en est accommodé. Il n'avait pas besoin de le changer. C'est uniquement cela. C'est devenu plus difficile à partir du 4e mandat, et c'est là où il a commencé à changer parce que cette alliance-là a dysfonctionné. Voilà. Ça aurait été peut-être plus difficile pour lui aussi de le faire au début. On peut dire aussi, ça aurait été plus difficile. Ça n'aurait peut-être pas marché. On peut dire aussi que c'était son appréciation. C'est lui qui a jugé, qui pouvait être en situation de juger quand est-ce que le moment serait opportun pour faire ceci ou cela. Il a pu éliminer la Mari, il a mis du temps pour tout faire. Maintenant, moi je trouve brillante, je trouve brillante et très intéressante la thèse de Adlan, selon laquelle l'alibi principal ou le moteur principal de ce qui est en train de se passer, réforme ou pas réforme, on peut effectivement ne pas être d'accord sur le terme, serait d'effacer la scène du crime et l'appareil. C'était important avant 9/11, c'était important au début des années 2000. Aujourd'hui, ça ne me paraît pas être l'enjeu principal. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les acteurs sont toujours là. Il faut quand même se rappeler que c'est l'ex-général Tartag qui est à la tête de ce service à la présidence. Donc on n'a pas éliminé tout ce qu'il fallait éliminer pour cela. Et puis aujourd'hui, les gens qui ont participé à la lutte antiterroriste en sortant du cadre légal, ces officiers-là ne se sentent plus menacés comme ils n'ont pu se sentir menacés. Et donc, ça devient moins important d'effacer de cette façon. Non, mais c'est pas. Comment donner une apparence de changement? Nous, on a vécu à l'ombre de ce régime. On sait que c'est la police politique qui structurait tout. Et l'idée, c'est de dire, il n'y a plus de police politique. Le problème, c'est qu'il y a toujours la police politique. Est-ce qu'aujourd'hui, le régime Bouteflika peut se passer de police politique? Je n'en suis pas convaincu. Toi, tu oses remettre en cause la parole de Ammar Saadani. Il n'y en a plus. Juste pour revenir sur ce que il est plutôt taiseux ces temps-ci. Ah oui, ça c'est un autre sujet aussi. Vrai, oui. Juste pour revenir sur, le souci ce n'est pas seulement de nettoyer la scène du crime, mais le souci aussi, c'est que peut-être pour Bouteflika, que sa plus grande gloire, c'est de partir en ne laissant pas le système qu'il a trouvé. Bouteflika est venu et s'est installé en 99 dans le consensus qui a été fait en 92. C'est ce que dit Hamrouj quand on dit ce consensus ne marche plus. Lui, il a changé les acteurs, il a imposé de nouveaux acteurs entre guillemets, et il veut préparer la succession. C'est vraiment des changements de fin de règne. Ça veut dire, moi, je place et je ne vais plus m'occuper, à la Harb al-Istinzaf, la guerre qui était avec le Toufer ou quelqu'un d'autre. Il y a un autre alibi. Ça avait de l'intérêt quand on parlait de la restructuration des services de renseignement. Ça avait un moment de l'armée quand on a évoqué ou on a pensé que la police judiciaire qui avait mis en danger le président et son entourage, que c'était un petit peu ça qui a fait bousculer les choses et qui a poussé Bouteflika à faire ce qu'il a fait. Ça n'a plus le même intérêt aujourd'hui. En tout cas, on a l'impression que ça n'a plus le même intérêt aujourd'hui. Comme tu disais, sans doute parce que, un peu comme si le président de la République avait réussi à faire une belle manœuvre, c'est-à-dire à entreprendre une manœuvre comme celle-là, aussi importante, et nous faire oublier les vraies raisons. Et la vraie raison, peut-être que c'est celle-ci, la police judiciaire, la corruption, tout ça, on n'a pas fini avec ce dossier. On est en train de... Souvent, on le fait souvent, on analyse ce que fait le président Bouteflika avec notre regard à nous, ce qui est erroné. Comment le président Bouteflika voit les choses aujourd'hui? Quels sont ses objectifs à lui et quels sont les moyens qu'il met en place?
si on pose cette question et qu'on admet la réponse la plus plausible, la plus répandue, il a envie de mourir au pouvoir. Donc, ça serait quoi sa logique? Il s'est rendu compte que les généraux janvieristes ou là qui étaient là, finalement, ils ne sont pas tellement difficiles, il peut les manœuvrer et les éliminer. Donc, il peut mettre les gens qui vont lui garantir de rester au pouvoir jusqu'à ce que le destin en décide. Et il met en place ce dispositif. C'est peut-être ça. Beaucoup plus simplement. La corruption, ce n'est plus un alibi pour vous, et pourtant il l'était. Quand on avait commencé à parler de la restructuration de l'armée, c'était un alibi. Tu as vu comment se gèrent les procès. Tu as vu comment se gèrent les procès. Ce n'est pas un problème. Ils ont la capacité. La corruption serait un problème dans un pays où il y a une justice. Voilà, où il y a une justice indépendante. On pourrait même ajouter au Café Presse, la corruption a perdu son importance, parce que là, pendant 2 émissions, on n'a pas parlé du procès Sonatrach. Parce que c'est devenu une sorte de gestion de bureaucratie judiciaire où on expédie, on liquide les dossiers. C'est-à-dire, il y a dans la justice, quand on ouvre un dossier, il continue à emmerder, excusez-moi du mot, les gens concernés jusqu'à ce que c'est clôturé. Et là, on clôture. Là, on est en train de clôturer. On ferme, on liquide, on termine, etc. Et après, on passe à autre chose. Vous savez, moi, ça passe presque sur un terrain philosophique. On a eu un président qui était un peu malade. Il a fait un 3e mandat. Il a fait un 4e mandat alors qu'il était complètement handicapé, et on se rend compte aujourd'hui de la capacité d'un pays à admettre l'absurde. La corruption, dans les années 80, la moitié des Algériens ne dormiraient pas tellement ça leur apparaîtrait énorme. Aujourd'hui, le procès Sonatrach, j'avoue que je ne lis même pas la presse. C'est pas le seul, hein. Ça n'intéresse plus personne. Et donc, c'est une société il a réussi. Il a réussi. C'est une belle manœuvre. Non, c'est pas lui qui a réussi. C'est une évolution psychologique au sein de la société qui a renversé les valeurs, et on n'arrive plus à savoir ce qui est important de ce qui ne l'est pas. On n'arrive plus à faire la différence. C'est une espèce d'accoutumance au crime dont parlait Adlan. Syndrome de Stockholm. Rappelez-vous les premiers attentats. On ne dormait pas. Ensuite, il y a eu 3 morts, on s'en fout. Voilà, c'est une capacité de la société à admettre l'inadmissible. Je ne sais pas si on s'est accommodé du terrorisme, mais par contre, je ne pense pas non plus qu'on se soit accommodé de la corruption. Par contre, les Algériens sont fatigués. Ce que je veux dire, c'est qu'il est normal que Monsieur Tout le Monde. Tu dis exactement la même chose. Non, il est normal que Monsieur Tout le Monde ne s'intéresse plus, y compris nous, mais il est anormal que la presse, par exemple, que l'opposition oublie que derrière ce début de restructuration, il y a eu de grosses affaires de corruption et un rapport qui a été établi par le service de renseignement. Ils peuvent faire des rapports sur de corruption. On revient à la question de la justice. Oui. Et en même temps, Bouteflika ou quelqu'un d'autre, ou l'État profond, ou quels que soient ceux qui ont fait cette restructuration, ils n'ont pas fait à partir de la colère ou du coup d'humeur de Bouteflika parce qu'on a touché à Chakib ou parce qu'un journal a cité Saïd. Ça ne peut pas être ramené à ça. C'est un chamboulement, c'est un tour de passe-passe assez impressionnant, assez important qui va marquer ce processus de perpétuation et non pas de succession. Parce que nous, on pense trop aux successions, mais en fait, c'est moi, Bouteflika, je mets en place le système qui va me permettre de me perpétuer sans que j'ai à m'occuper d'autre chose que de la perpétuation. Je ne veux plus avoir un Toufik à côté, je ne veux plus avoir un Léviathan sécuritaire qui me pose des problèmes. Tign Tourin a été le schéma. C'est vraiment Tign Tourin qui nous a tout expliqué. Quand j'envoie des gens du DRS qui se battent avec des gens de la 4e région, parce qu'on ne sait pas d'où vient l'ordre et qui doit frapper le premier, et moi je fais partie de l'état-major, mais moi je suis du ministère de la Défense, etc. Quand on tombe quand le Léviathan ne peut plus vivre aujourd'hui, il a fallu le dissoudre. Maintenant, donc c'est une bonne chose. Non, il n'y a pas de bien ou de mal dans ce genre en politique. Maintenant, qu'est-ce que cela veut dire sur les équilibres du pouvoir? Absolument rien pour l'instant. On a une présidence qui devient de plus en plus impériale, comme dit Akram, mais qui en même temps est très fragilisée par la personne et qui reste aussi dans la règle de la cooptation qui la fragilise encore plus. Oui. Donc c'est vraiment... Ou pas, pour la cooptation. Voilà. Ou pas. C'est-à-dire on est dans une situation où la présidence dépend
de l'état de santé de Bouteflika. C'est-à-dire, il suffit qu'un malheur arrive pour que les cartes reviennent. C'est l'armée, hein, et le DRS, il y aura plus d'acteurs, ni des hommes d'affaires, ni rien du tout. Ça sera, on revient l'arbitrage classique. Et on est revenu très en retard par rapport. Pire que ça, parce que quand Chadli vient, il commence à faire des rotations à partir de la fin des années 80 dans les chefs des régions. Mettre God chef région pendant 10 ans. Il ne faut pas que tu restes pendant 5 ans. Il y avait des rotations. Il fragilisait exprès les chefs d'état-major par des décrets publiés, etc., etc. Pourquoi ? Il avait créé une sorte de fonctionnement institutionnel. Pour commencer à découvrir ce que c'est qu'un fonctionnement institutionnel. Alors qu'aujourd'hui, les appareils et les hommes se sont mélangés. Oui. Voilà. Bon, je crois que c'est la fin. Je voulais rajouter une toute petite question, juste pour information. La semaine dernière, ça a provoqué un... Oui. C'est toujours comme ça. Non, elle n'est pas terrible, celle-là. Je voulais savoir si... peut-être que tu en sais quelque chose, Akram. Des services, aujourd'hui, le DSS aujourd'hui, est-ce qu'il y a une espèce d'équivalent au ministère de la Défense? Est-ce qu'il reste quelque chose des services de renseignement au ministère de la Défense? La DCSA, il doit encore avoir le renseignement militaire et le renseignement sur le personnel militaire. Non, le ministère de la Défense garde une capacité de renseignement et d'action sur le pays, c'est clair. Ouais, indépendamment de la présidence, c'est-à-dire sans que ce soit sous le contrôle du président. Ils sont censés être sous le contrôle du président. Ouais. Enfin, ils ne doivent pas avoir quelque chose qui soit déterminant sur le plan national, mais ils ont des capacités de renseignement comme toutes les armées au monde. Hein. Le président est ministre de la Défense. Oui, et ce qui va être intéressant dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, c'est de voir comment va opérer la police politique dans ce nouveau contexte où elle est supposée avoir évacué le terrain. Si on voit ce qui se passe dans les partis, comment sont financés les journaux, absolument rien n'a changé. Les réseaux restent les mêmes. Donc, je rappelle juste la déclaration de Khalfaoui, qui est l'ancien colonel du DRS, une déclaration à l'Ouatan où il dit « La police politique, c'est pas un appareil, c'est une pratique ». Voilà. Intéressant. Oui. Bon, une petite pause. Restez avec nous, on revient tout de suite après. Alors, c'est reparti pour un autre moment en notre compagnie pour continuer à parler de la politique. On va parler encore, on a parlé de services de sécurité, on va parler de sécurité encore une fois, on va parler de lutte contre le terrorisme. Et il y a eu un renforcement du dispositif cette semaine, encore plus, il me semble, davantage à Alger en ce qui concerne la sécurité. Ça c'est au passage. La lutte contre le terrorisme, assurer la sécurité, gérer la crise économique, on va avoir l'occasion d'en parler, et peut-être aussi sociale. Voilà, une crise économique qui peut débouler sur des troubles sociaux, ça c'est possible, et on redoute cet état de fait ici en Algérie, mais pas seulement, puisqu'on n'est pas les seuls concernés. On va essayer d'intégrer des pays voisins comme le Maroc, la Tunisie, qui sont dans la même situation, on va dire, pour la Tunisie, peut-être à un moindre effet sur le Maroc qui semble bien se positionner dans le palmarès. Mais enfin, ça se discute. Alors la question, déjà pour entrer dans le vif du sujet, c'est est-ce que l'Algérie est isolée sur ces questions qui sont un défi aujourd'hui? C'est une question de survie. Ces questions sont vraiment une question de survie. Est-ce que l'Algérie est isolée? L'Algérie ne l'est pas. Sur la Libye, elle travaille avec les Occidentaux. Elle travaille normalement avec l'ONU sur le dossier libyen. Sur le Mali, elle travaille aussi avec les Français et les Américains. Donc, il n'y a pas d'isolement au sens... Par contre, l'Algérie a peut-être le sentiment d'être un peu plus comment dire, avoir plus de risques avec des multitudes de frontières qui sont à risque. La Tunisie est devenue une source de difficultés, la Libye l'est, le Mali l'est toujours, et même un peu plus que l'on croit. L'effet de l'opération française, c'est qu'il n'a pas fait disparaître les djihadistes, il les a essaimés, et donc c'est une situation qui reste assez sensible
Voilà. Je ne parle pas d'isolement, mais Notre existence est-elle c'est peut-être qu'il fallait que je précise, notre existence est-elle vraiment menacée sur ces questions? Oui, je parle de l'Algérie, je parle de la Tunisie, je parle de tout le Maghreb. Quand on pense à des politiques isolées de part et d'autre, que ce soit pour l'Algérie ou il y a une différence, à mon avis, entre le contre-choc de 86-88 et celui-là, c'est que l'Algérie a une interconnexion beaucoup plus forte avec le tissu économique environnemental, régional. Aujourd'hui, on n'avait pas les mêmes échanges avec la Tunisie en 86-88, le nombre de touristes qui y vont, le nombre de produits qui viennent, etc. On pense aujourd'hui ne pas être très interconnecté avec le Maroc. Il y a un fait juste cette semaine qui vient nous rappeler le contraire. Il y a des Marocains qui venaient à Alger, apparemment en grande quantité, selon le ministère des Affaires étrangères, qui transitaient pour aller en Libye en utilisant encore le vol Alger-Tripoli qui a été supprimé le mercredi, donc dans la même semaine. Il y avait des vols d'Air Algérie et de Libyen. Et de Libyen les deux sont à Donc, la réalité maghrébine, en dépit du fait qu'effectivement l'Algérie a une politique de cavalier seul vis-à-vis du Maghreb, la preuve, sa position sur le printemps arabe, c'est une réalité qui nous interpelle. Elle nous interpelle encore plus fortement quand la Tunisie est déstabilisée, comme elle peut l'être en ce moment, parce qu'elle n'arrive pas à joindre les deux bouts, et qu'il y a des émeutes sociales au bout de 5 ans de révolution. Je finis sur quelque chose. On continue à penser qu'on peut s'en sortir seul. Si on ne le pensait pas, la première des choses qu'on devrait faire, ce serait faire plus que le président Hollande, qui a proposé $1 milliard d'aide sur 5 ans à la Tunisie. L'Algérie devrait venir au secours de la Tunisie pour la stabiliser. C'est impératif, parce qu'on se consoliderait mutuellement ainsi. Et il y a encore la marge sur le plan financier pour le faire. Donc il y a encore une compréhension, on agit tout seul, il y a encore un isolationnisme politique. J'en veux pour preuve le nombre de frontières fermées. On peut prendre des exemples concrets. Non, j'ai l'impression que l'Algérie est complètement sur la défensive. Elle s'est complètement recroquevillée sur elle-même. La seule chose qu'on est en train d'exporter correctement ces jours-ci en termes de sécurité, c'est justement l'insécurité. Parce que c'est des Algériens qui font et défendent AQMI et compagnie. C'est des Franco-Algériens qui ont fait et des Belgo-Belges qui ont fait les attentats de Paris. Aujourd'hui, l'armée algérienne, chaque jour, intercepte des cargaisons d'armes, de la drogue, des terroristes et des contrebandiers. Chaque jour. À un moment, il faut se poser la question de savoir d'où ils viennent, pourquoi ils viennent. Il faut traiter le problème à la racine. Je ne parle pas d'envahir des pays, je ne parle pas d'envahir des troupes ailleurs, mais il faut une solution. Quand on voit que dans le sud libyen, il y a une guerre entre les tribus Touareg, Toubou et Arabes, qu'on voit que c'est le Qatar qui mène les négociations, qui paye toutes les tribus pour faire la paix, alors que l'Algérie est même pas un jet de pierre. Quand on voit que les réseaux de la drogue sont en train de se reconstituer au Nord Mali avec l'aide d'AQMI et qui sont en train de menacer directement l'Algérie sans que nous n'intervenions, je sens que cette stratégie de recroquevillement, de repli sur soi, elle ne portera pas ses fruits. La question du terrorisme, c'est vraiment un problème qui aurait dû être fédérateur. Cette question, c'est la seule, ou à la limite, celle qui paraît logique. Quand on parle de fédérer ces pays, pourquoi est-ce que ça ne se fait pas ? Mais avec des logiques différentes, parce que si l'Algérie a refusé la coalition sunnite saoudienne, entre guillemets, c'est parce que ça contredit sa doctrine de non-intervention, etc. Mais restons sur le Maghreb et de la coopération. Je voulais justement en venir là. Mais maintenant, la question est de savoir, est-ce que au niveau de l'état-major de l'armée ou du ministère de la Défense ou ailleurs, est-ce qu'on est en train de réfléchir toujours de la même manière, c'est-à-dire se contenter de défendre derrière les frontières ou y aller par des opérations ponctuelles, par des bombardements, etc. Par la diplomatie aussi, par l'économie. Oui. Enfin, je pense que là est le problème. Cette manière comment l'armée réfléchit ou là, j'allais dire, l'armée n'a pas à réfléchir. Mais elle ne le fait pas, elle fait très bien. Et donc, ça m'amène à dire que le fond du problème
c'est l'absence d'une démarche politique, d'une politique. Tout à l'heure, on parlait d'un président dont la préoccupation essentielle, c'était sa survie. C'est totalement antinomique avec l'idée d'avoir une politique. Je peux ajouter à ça, en fait, l'Algérie est face à des défis énormes, politiques, avec leur retombée ou leur prolongement techniquement sur le plan sécuritaire, sur le plan militaire, etc. Et elle ne réfléchit pas à cette logique politique. En Tunisie, il y a aussi ce décalage. On a une société qui attend énormément. Il ne faut pas oublier quand même que c'est la Tunisie qui a été au point de départ de ce qu'on a appelé le printemps arabe. Et il y a un pouvoir en Tunisie dont l'objectif, c'est de bloquer le temps. Donc, ces décalages politiques font qu'il y a un problème énorme, il n'y a pas de solution. Parlons concrètement. On a pris l'exemple du terrorisme. La question, c'est pourquoi est-ce que l'Algérie, la Tunisie, le Maroc n'arrivent pas à travailler ensemble et à coopérer ensemble sur une question aussi précise que celle-là, en sachant parce qu'ils ont des objectifs totalement divergents. Qu'une union limiterait l'action des pays. C'est-à-dire quand même, on peut nuancer déjà. La coopération sécuritaire avec les Tunisiens est très forte. Les Tunisiens le disent. Depuis combien de temps c'est assez récent? Elle existe. Elle a existé, j'imagine, avant. Avec la Tunisie, au début, il y avait peut-être le trouble, mais actuellement, même les Tunisiens l'admettent. Mais la vraie question, c'est quand on dit qu'est-ce que l'Algérie doit faire? Est-ce que intervenir militairement en Libye est une solution? Moi, personnellement, je suis pas un militaire, mais qu'en général, quand une armée intervient dans un théâtre, elle doit avoir des buts précis, des buts militaires à réaliser. Qu'est-ce que seraient aujourd'hui des buts militaires en Libye? Occuper les villes, c'est ingérable. C'est-à-dire il faudrait toute l'armée algérienne et le soutien d'autres armées pour le faire. Elle le fait, à mon avis, de manière politique, en essayant de travailler dans le cadre de l'ONU, parce que elle peut pas le faire seule, parce que il y a une partie, par exemple, du personnel libyen qui est défiant à l'égard de l'Algérie. C'est clair, on le considérait comme plutôt des soutiens de Kadhafi à l'époque pour une partie du personnel. J'ai l'impression que vous ne voulez pas parler du Maroc, je ne sais pas pourquoi. Vous parlez de la Libye, vous parlez de la Tunisie, vous ne voulez pas parler du Maroc. Le Maroc fait dans son style à lui, de mon point de vue, la même erreur que le régime algérien. Le Maroc pense pouvoir s'en sortir seul selon un axe d'intégration verticale. Union européenne, Maghreb, c'est-à-dire Maroc, Afrique, mais pas transversalement au Maghreb. C'est un calcul qui est fait. Le Maroc cultive sa différence en termes de qualité de gouvernance, en termes de modernité, en termes de niveau de ses élites, de son attractivité des investissements. Il faut noter, la COFAS a publié cette semaine le rating du Maroc, il est meilleur que celui de l'Algérie, en dépit des réserves de change de l'Algérie. A contre B+. Et donc, c'est un faux calcul, parce que le Maroc, si demain ça se déstabilise en Algérie comme nous le redoutons, et que nous espérons que ça n'arrive pas, le Maroc va être emporté. Il a été emporté dans les années 90, il a été perturbé, ça arrivera à nouveau. Et donc il y a à réfléchir pour tout le monde, il y a à réfléchir collectif, maghrébin, transversal. Tu peux, à mon avis, aller plus loin. Les Marocains, non seulement pensent qu'ils peuvent s'en sortir tout seuls, mais ils pensent qu'ils ont peut-être une opportunité de supplanter l'Algérie au Mali, en Libye. Cette histoire révélée en Algérie par des dizaines de Libyens de Marocains qui vont en Libye en traversant l'Algérie, le fait que ce soit Msahel qui le dise, et les mesures qui sont prises, il y a des lectures. Je crois qu'il y a une grosse erreur là-dessus. Supplanter l'Algérie, ça signifie que l'Algérie est encore devant. C'est pas vrai. L'Algérie est larguée complètement, y compris en Libye. Le Mali, j'en parle même pas. Moi, j'ai été en février dernier au forum de Bamako. Même si tu l'Algérie n'existe pas. Même si tu me coupes, je vais quand même terminer. Le discours de Msahel était un discours antagoniste. Ce qu'a dit Msahel peut avoir trois significations. Et la gestion de Bouteflika de cette période-là, où accusé dès le départ d'être proche des Marocains et choisi
donc de montrer qu'il n'en est pas proche, en continuant à fermer la frontière, en continuant à tourner le dos, de mon point de vue, ne traitant pas politiquement la question du Sahara, par exemple la question de l'autonomie proposée par les Marocains, à mon avis, il y avait de quoi jouer dessus pour essayer de faire avancer la position marocaine. Ça ne veut pas dire que tu lâches sur le principe de l'autodétermination. Moi, personnellement, j'y tiens beaucoup. Donc, le grand immobilisme vient, de mon point de vue, de l'Algérie. Il y a un immobilisme marocain qui est rattaché à la fragilité naissante dès le début du roi Mohamed VI, qui n'a rien voulu lâcher sur le Sahara occidental parce qu'il voulait se faire une légitimité. Malheureusement, Hassan II, au moment où il était prêt à avancer, il a disparu. L'immobilisme vient en fait de la perception qu'ont les pouvoirs de leurs propres intérêts. En Algérie, on en a parlé tout à l'heure, les Marocains ont aussi cette vision qui fait un immobilisme. Mais en fait, le grand slogan des Maghrébins qui sont solidaires, etc., ça devient du romantisme. Concrètement, ces pays sont incapables de mettre sur la table les intérêts des uns et des autres et de discuter froidement. J'espère qu'on y arrivera un jour. Je ne sais pas pourquoi, mais à l'instant, je pense à Aït Ahmed qui pensait réellement à son époque que le destin de l'Algérie était au Maghreb et que le destin du Maghreb c'était en Algérie. Pourtant, Aït Ahmed, lui, en parlant de l'UMA, il a parlé de la Tunisie et il n'a pas évoqué le Maroc concrètement dans son projet en 57. Alors, un autre point que j'ai oublié, l'immobilisme vient de l'absence de légitimité. Et quelqu'un qui se sent légitime se donne une marge pour négocier. Tu as cité Aït Ahmed. Oui. Aït Ahmed est allé à Rome pour le contrat de Rome, Sant'Egidio, parce qu'il n'avait peur de rien. Il a une légitimité qui est la sienne, il peut y aller. Les régimes aujourd'hui, Bouteflika ne peut pas négocier avec le Maroc. Il ne peut pas. Et le Maroc vice-versa. Il fait un pas, on mettra en cause sa légitimité. C'est pas sûr. Si, c'est bien sûr. Oui, il ne peut pas négocier. Moi, je te dis qu'il ne peut pas négocier avec. Mais est-ce que le problème n'est pas plus profond que ça? J'évoquais Aït Ahmed, j'évoquais son projet de la Tunisie. Donc, est-ce que la dynamique, ce qui peut nous faire dépasser le cloisonnement, la segmentation, la division dans laquelle nous sommes, il y avait toute une série de raisons. Enfin, il y a les régimes politiques, monarchie, république. Il y a, évidemment, si on avance vers des régimes plus démocratiques, c'est une forme de convergence. Il y avait aussi l'obstacle de la dysynchronie des économies en termes d'insertion vers l'économie de marché. Quand on était totalement, au début des années 80, en mode économie administrée, on ne pouvait pas jouer l'ouverture des frontières et construire un marché unique avec les Tunisiens et encore moins avec les Marocains qui étaient plus en avance. Tout ça est en train de converger quand même. C'est-à-dire on va essayer d'être positif. Tout ça est en train de converger. Aujourd'hui, il y a plus de possibilités de faire une union douanière avec la Tunisie sur une très large gamme de produits. Donc il va falloir attendre, mais il faut qu'il y ait un projet politique qui s'exprime à un moment ou à un autre. Et ces projets politiques s'expriment plus quand la rente pétrolière tombe. Aujourd'hui, nous sommes dans un contexte où le discours pro-maghrébin a plus de chances d'avancer. Mais c'est pas bon de négocier c'est pas bon de négocier dos au mur. C'est ça la difficulté. De manière réaliste, ce qui se peut faire aujourd'hui, c'est Algérie-Tunisie. Oui. C'est très clair. Avec le Maroc, les obstacles restent très lourds, mais avec la Tunisie, normalement, même cet État immobile devrait pouvoir y réfléchir parce que une Tunisie déstabilisée, c'est aussi du Daesh. Donc, pas la peine de déployer toute une armée constamment. Mais le piège est là. Une Tunisie renforcée, c'est une Tunisie démocratique. C'est clair. Je ne dis pas le contraire. Oui, mais c'est le Attends, je termine pas l'idée. C'est le contre-modèle de ce qu'on veut faire. Non. Donc, ça ne peut pas marcher. Non, mais aujourd'hui, la Tunisie est déstabilisée parce qu'elle n'a pas de solution. Et une ouverture un peu plus grande vers l'Algérie pour son économie serait une manière de renforcer. Et à mon avis, même le régime algérien a accepté l'idée que la Tunisie a passé le cap et elle est dans une forme de démocratie, même s'il ne l'accepte pas chez lui. Elle est admise.
C'est une évolution. Il y a une grande évolution. Là, je suis pas d'accord. Attendez. Je peux émettre un point de vue. Pour la Tunisie, la vision de l'Algérie, c'est une restauration de type Bouteflika. C'est Beji Qaïd Sebsi qui va rogner les libertés progressivement pour réinstaurer un régime de type algérien. On ne peut pas dire ça. C'est la vision. La qualité de la relation qu'il y a entre les régimes d'Alger et Nahda fait qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'Alger était hostile au départ au processus, elle redoutait le processus. Depuis, Alger est devenu un allié du processus démocratique en Tunisie pour des raisons différentes. En fait, elle n'est pas nécessairement un allié, mais elle n'est plus hostile. Elle n'est plus hostile et ça, on le sent. Une question concrète, un rapprochement économique, qu'est-ce que ça peut apporter comme ça rapidement, concrètement, sur la monnaie, sur, je sais pas, pour donner envie peut-être. Rien, pour le moment, rien. Le processus économique, c'est des choses de long terme. En 5 ans, on peut construire une union douanière. 5 ans. La Tunisie n'est pas dans... C'est pas du long terme, 5 ans aujourd'hui. La Tunisie n'est pas dans une histoire de 5 ans. Elle est dans l'immédiateté. Si vous voulez, la réforme, les projets économiques, ce sont des choses sérieuses, mais qui donnent de résultats sérieux que sur le long terme. C'est ça la difficulté. Pour répondre à ta question, moi, je me suis permis, j'ai tenté quelque chose d'audacieux. Je me suis fait d'ailleurs, comme tu dis, lyncher par les Marocains sur Maghreb émergent. J'ai dit, c'est toujours bloqué avec le Maroc, avançons avec la Tunisie. On peut faire une union douanière sur 5 ans. Tous les produits qui rentrent des ports, et ça, il n'y a plus de frontières. Il n'y a plus de frontières. Union douanière, circulation des personnes. Un peu les 5 libertés qu'a proposé le président Monsef Marzouki. On avance, puisque c'est bloqué, on avance. On sanctuarise la Tunisie parce qu'on va lui apporter du dynamisme économique. Nous aussi, on a beaucoup à gagner dans cette dynamique. On évite l'effondrement de la Libye. Et les Marocains, à un moment ou à un autre, il va falloir ils vont voir un peu de Maghreb concret et l'idée du Maghreb va devenir plus attractive. Je n'ai été attaqué que par des Marocains. Mais ce n'est pas tous les Marocains. C'est les Marocains qui ont dit « Vous n'avez pas de leçons à nous donner. Ce n'est pas vous qui allez faire le Maghreb. Vous n'êtes pas le leader du Maghreb. Vous ne le ferez pas avec la Tunisie. Nous sommes plus proches de la Tunisie que vous. » Et ainsi de suite. C'est ça le problème de ces États, justement. Ce nationalisme exacerbé. Marocain, ça. Oui. Qui c'est, justement, tu parlais des Marocains, qui c'est qui peut prendre le relais, qui peut prendre ce projet comme ça, à part, on a bien vu que les politiques, c'était pas possible. On va parler encore une fois de la société civile, mais concrètement, des syndicats. En fait, le projet pourrait démarrer avec la démocratie en Algérie. Il faut le dire de manière forte. L'Algérie n'arrive plus à développer des processus de solution. Sur le Sahara occidental, on est figé. Même si sur le principe on est d'accord, mais il n'y a plus de l'inventivité, des tentatives de trouver des solutions. Absolument. C'est parce que le régime est installé sur un mode de fonctionnement qui fait qu'on n'a plus d'initiative. Et donc, la situation de blocage politique en Algérie influe sur l'état du Maghreb, c'est une réalité. Mais peut-être rappeler simplement, rapidement, que la question du Sahara occidental n'est pas la seule question qui freine et qui fait que les positions... C'est la principale. Il y a la drogue, mais il y a la drogue aujourd'hui qui est un vrai problème. Là, on est complètement dans la propagande. La drogue wahhabique. La contrebande, la drogue, l'immigration, ça, c'est pas des sujets... Encore une fois, ça se gère. Si tu es dans une dynamique de partenariat, de travail, ça se gère. Il y a des millions de personnes qui traversent on va pas en faire le Mexique aux États-Unis. Les États-Unis ne sont pas effondrés. Mais le discours sur la contrebande, la drogue, tout ça, c'est le discours des militaires ici qui, lorsque je leur pose la question du Maroc, c'est comme si je leur avais dit envoyez vos enfants passer vos vacances à Tel Aviv. C'est-à-dire, c'est vraiment le tabou absolu. Et avec cette mentalité de la police politique et de l'État profond et de l'armée algérienne sur la doctrine marocaine, c'est quelque chose qui... Le changement générationnel. Il y a une hostilité incroyable. Elle est fondamentale parce que cette question arrange à la fois le Merzen et le régime algérien. Voilà, il y a une symétrie parfaite sur ce mode de l'organisation du réflexe propagandiste pavlovien. Vous prenez la presse algérienne et la presse marocaine, vous intervertissez les choses et c'est la même. C'est pour ça que je suis admiratif devant Ihsan qui nous rappelle les 5 libertés de Monsef Marzouki. Édicté, voilà, on peut bâtir sur ça et
qui ne se rendent pas compte que l'Algérie a choisi Sibsi, qui est la restauration d'un ancien système. Il ne faut pas oublier que l'Algérie a mis 20 ans pour faire admettre que... Pourquoi tu dis l'Algérie a choisi Sibsi? Ce sont les électeurs tunisiens qui ont choisi Sibsi, ce n'est pas l'Algérie. L'Algérie s'accommode de Sibsi, peut-être elle trouve que c'est mieux, bon, alors mais elle n'a pas choisi. On ne peut pas dire... On va terminer, on n'a plus le temps, il faut espérer. On est en plein dans le changement générationnel. De mon point de vue, elle a choisi Sibsi parce qu'il est dans la même logique que le pouvoir algérien. Alors, au moment où on parle de changement générationnel, il faut espérer que le changement de génération au pouvoir va peut-être rapprocher les positions. On va rester positif. On vous souhaite une belle semaine, un bon week-end, une belle semaine. Et on vous dit à jeudi prochain. À très bientôt.